Retour dans cette émission pour la troisième partie de ce numéro. Et nous allons maintenant aborder la Covid-19. Entre-temps, la campagne de vaccination qui a été suspendue il y a 3 jours a repris ce matin. Les gens, donc le gouvernement appelle les plus de 30 ans à aller se faire vacciner et des points sont indiqués sur toute l'étendue du territoire pour aller se faire vacciner. À Lomé, nous avons le stade de Kégué et d'autres points qui sont évoqués. On demande aux gens d'aller se vacciner. Mais le processus même de vaccination, comment ça se passe? Quels sont les ratés qu'on constate dans ce processus-là? Et puis, voilà, Ferdinand, le vaccin, tu t'es vacciné? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas parce que je suis anti-vaccin, non. Vous savez, tout petit, on a eu les vaccins. Peut-être que c'est ça qui nous permet aujourd'hui de tenir. Et à l'époque, on venait vous enfermer dans l'école. C'est ça. On ne demandait même pas l'avis des parents. On prenait le même pistolet, ça passait chez tout le monde. On ne les nettoyait même pas. Et donc, on a encore les traces là. Donc, moi, je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis le débat, la polémique qui est là depuis que le problème du vaccin s'est posé, ça va dans tous les sens, les théories complotistes aussi et tout. Vous savez, le débat sur les vaccins remonte à déjà, je crois, plus d'un siècle, voire même 2. Et ça n'a jamais été un débat facile. Parce que la question du vaccin pose un problème d'abord, je ne sais pas, philosophique, même religieux. Vous savez qu'il y a des gens pour des obédiences religieuses qui n'acceptent même pas les transfusions sanguines. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects géostratégiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui produit les vaccins. Et donc le débat pro-vaccin, anti-vaccin est aussi vieux de plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas un nouveau débat. Ça a pris peut-être de l'ampleur avec les réseaux sociaux, avec la démocratisation de l'information aujourd'hui, où tout le monde peut prendre la parole. Et donc, c'est pour cela qu'on laisse le libre choix à chacun de décider d'aller se faire vacciner ou pas. Et il y a des dispositions, il y a par exemple le code de Nuremberg et tout. Et il y a des dispositions, même de l'OMS, tout ça, qui encadrent cette histoire de vaccin-là. Alors aujourd'hui, le vaccin, on le présente comme une solution contre la Covid. Il faut qu'on arrive à une immunité collective pour réduire les effets de la maladie. L'objectif dans certains pays, c'est de relancer l'économie. C'est de relancer rapidement l'économie parce que la Covid a surpris le monde, ça a déstabilisé beaucoup d'économies, l'économie de plusieurs pays sont à terre. C'est la raison pour laquelle dans les pays occidentaux, la question du vaccin est portée par les gouvernants eux-mêmes, les chefs d'État eux-mêmes qui vont se faire vacciner. Pour donner l'exemple, les Américains qui ont vacciné déjà plus de 120 millions de personnes, ils continuent de vacciner beaucoup plus pour pouvoir relancer leur économie. Mais le débat qui tourne autour de l'efficacité du vaccin, c'est aussi un débat qui est légitime. Parce que les gens se posent la question de savoir pourquoi il y avait le palu depuis, il y avait le sida, on n'a jamais trouvé de solution et que du coup, en quelques années, on a trouvé des vaccins. C'est vrai que l'ampleur de la Covid, la manière dont ça secouait tout le monde entier, a fait que les gens, rapidement, prennent des initiatives pour que, on puisse trouver une solution rapide à ce mal-là. Maintenant, moi, je ne suis pas souvent dans la théorie du complot, parce que tout produit a des effets secondaires. Mais je suis contre les Africains qui passent tout leur temps à insulter les autres en disant oui, les Blancs veulent nous tuer, ils ont inventé un vaccin pour nous tuer. Mais depuis que la Covid est arrivée, ça fait plus d'un an bientôt. Les chefs d'État africains, ils ont fait quoi? J'ai écrit ça sur Facebook. C'est trop facile d'accuser les autres. Nous avons 54 pays africains. L'Inde, qui est plus petit que l'Afrique, est l'un des plus grands producteurs de vaccins au monde. Aujourd'hui, en train d'être dépassé par la Chine par rapport au vaccin, à la production du vaccin de la Covid. Mais les 54 pays africains, est-ce que vous avez entendu, on a fait un sommet de la CEDEAO sur le vaccin ou la Covid? On a fait un sommet de l'Union africaine. Est-ce que vous avez vu les chefs d'État africains se rassembler pour dire, écoutez, pas
par rapport à ce qui est en train d'arriver à notre continent, nous demandons une contribution de tous les pays, 1 milliard par pays par exemple. On choisit des scientifiques de certains pays, des scientifiques reconnus, on les met dans des laboratoires, on leur dit dans 6 mois, vous produisez un vaccin africain. Je ne sais pas si vous voyez, vous produisez un vaccin africain. Pour que l'Afrique ait son propre vaccin, ça permettra aux pays africains de ne plus dépendre du vaccin, excusez-moi, toxique des Blancs. Nous n'avons pas eu l'intelligence de fabriquer de vaccins. Nous prenons chaque fois des avions pour aller à des investitures coûteuses des présidents mal élus. Là, c'est dans des choses comme ça que vous voyez les chefs d'État, ils arrivent rapidement. Certains arrivent même 2 jours avant l'investiture. Et ils sont là, ils boivent du champagne, ils se congratulent, et puis ils se séparent. Mais quand il faut régler les problèmes, les vrais problèmes que traverse l'Afrique, vous ne voyez pas de décision. J'ai toujours dit, l'Afrique c'est un désert de leadership aujourd'hui. Le Nigeria et l'Afrique du Sud seuls peuvent s'entendre et produire un vaccin pour tout le continent noir. Si on associe l'Égypte, l'Algérie et tout ça, c'est fini. Mais aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. On est bien obligé de prendre les vaccins des Blancs, parce que les Blancs, eux, ils ont produit le vaccin pour eux, mais ils ont produit aussi pour le monde entier, parce qu'ils se disent le monde est devenu un village. Si nous nous vaccinons, et que nous ouvrons nos frontières, ceux qui vont venir chez nous s'ils ne se vaccinent pas, ça veut dire que les gens vont revenir chez nous avec la maladie. Donc il faut une immunité mondiale. Donc ils sont obligés d'amener le vaccin partout. Et donc, nous les Africains, c'est devenu un moyen maintenant de détournement. Vous savez qu'au Togo, ils ont voté, tout le processus de vaccination va coûter 11 milliards. 11,5 milliards. Oui, il y a 500 millions dessus. mais les gens ne le savent pas. Tout le processus de vaccination au Togo doit coûter 11 milliards 500. C'est ça qui nourrit tous les appétits que vous voyez. Parce que tous ceux qui vont faire rentrer dans la campagne de vaccination, les commandes des vaccins, parce que maintenant, le processus de COVAX est en train de... Les vaccins de COVAX sont en train d'aller à péremption. Donc, le pays va commander pour lui-même. Il faut donner dans les marchés à des amis, à des copains, à des copines. Donc, c'est une business qui est là. Et les Africains préfèrent ça, parce que si on produit le vaccin en Afrique, ils ne pourront plus faire ce business-là. Je me réjouis que le Nigeria ait annoncé qu'il est en train de faire, qu'ils ont donné des moyens à des scientifiques au Nigeria pour faire du vaccin. Je pense que l'Afrique du Sud aussi est en train de le faire. Mais il faut reconnaître que l'Afrique a failli. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire du vaccin ou du produit du vaccin, arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de dire que les autres veulent vous tuer. Parce que ces gens-là, s'ils veulent nous tuer, ce n'est pas que je prends cause pour eux. Ils ont mille moyens de nous tuer. D'abord, l'alimentation. Tout ce que nous consommons là, ça vient de l'Occident, ça vient des pays de l'Asie du Sud-Est, des pays, tout ça. Cette semaine, j'ai lu dans un journal de la Guinée que Alpha Condé veut subventionner l'importation du riz. Vous voyez cette bêtise-là? Il ne dégage pas l'argent pour qu'on cultive le riz dans le pays, mais il dégage l'argent pour subventionner l'importation du riz. Parce que ceux qui importent le riz, quand vous fouillez, c'est eux. Vous voyez le choix politique? Et donc, on ne va pas passer tout le temps à accuser les autres. Seulement, il faut que dans nos pays, on ne mette pas le gendarme derrière les gens. Il ne faut pas qu'on menace les gens, comme quelqu'un a voulu conditionner le paiement des salaires par la vaccination. Moi, je vous ai dit que je veux me vacciner, mais je verrai le bon moment pour aller me vacciner. Je ne vais pas me lever comme ça pour aller me vacciner. Non, je vais voir le bon moment pour me vacciner. Vous savez, il y a des gens qui observent toujours. Quand il y a un match ou bien il y a des événements, ils observent toujours. Ils sont de l'autre côté, ils observent. Ils voient comment le match se déroule. Et quand il est rassuré, il se dit, bon, maintenant, je peux y aller. Mais bon, il y a ceux qui se précipitent. Parfois, c'est parmi eux qui a les dégâts. Vous voyez? Parce que... Oui, il y a des dégâts, vous voyez. Et donc, quand on vous dit qu'il y a les gens, il y a des effets secondaires, les gens meurent de thrombose et tout ça. Moi, j'ai parlé avec un médecin qui me dit, écoute, il faut aussi expliquer aux gens en Afrique que parfois, il faut prendre des anticoagulants avant d'aller se vacciner. C'est-à-dire qu'il faut faire des analyses a priori et des analyses a posteriori. Ça aussi, on ne l'explique pas aux gens parce que les gens n'ont pas les moyens d'aller faire des analyses. Vous voyez? Et donc, on est bien obligé de nous vacciner. On ne peut pas y échapper. Mais il ne faut pas que ce soit sous le coup de la contrainte. Parce que chacun a son tempérament, chacun a son timing, chacun sait quand est-ce qu'il va aller se faire vacciner. Maintenant, le processus ici,
c'est vrai qu'ils ont commencé, les premières doses viennent de prendre, je crois, pratiquement fin. On a appris qu'ils ont commandé d'autres vaccins. Ils demandent aux gens d'aller au point, les points qui ont été retenus pour se faire vacciner. Maintenant, je ne sais pas où tout ça va nous conduire, parce que quand on voit même le système sanitaire togolais, il est tellement délabré que bon, on se pose la question si on va s'en sortir, parce qu'il y a d'autres débats qui arrivent. Il y a des vaccins qui sont à 2 doses. Mais on nous dit déjà que 2 doses ne suffisent pas. Dans certains pays, déjà, on parle de 3 doses. Et on parle même parfois même d'une dose chaque année. Alors, ça veut dire que le processus est graduel. Et donc, on ne va pas sortir de cette pandémie-là du jour au lendemain. En tout cas, pas tout de suite. Mais il faut que les gens aillent se faire vacciner en prenant des précautions. En prenant juste des précautions. On ne va pas vacciner les gens sous le coup de la contrainte. Il faut que chacun réfléchisse et prenne le temps de décider si il accepte de se faire vacciner ou pas. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Ferdinand. Joël, la même question. Tu t'es déjà fait vacciner? Non, pas encore. Pas encore. Je ne sais pas que je suis anti-vaccin parce qu'il n'a pas encore 30 ans en fait. Justement. Je peux aller dire que je n'ai pas encore 30 ans. Justement. On va justement le démentir. Justement, ça dit on n'a aucun intérêt à être anti-vaccin parce que le principe du vaccin, c'est quoi? C'est de vous prévenir. Oui, c'est de prémunir contre le mal. C'est ça. Alors, c'est vrai, il y a des débats qui disent ce vaccin te rend même plus exposé au virus que ça. Il y a toute une multitude de débats aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais il vaut mieux avoir quand même un vaccin dans son corps que de n'avoir rien du tout et d'être exposé, surtout pour les personnes à risque, pour les personnes qui sont dont l'immunité est assez faible. Mais dans ce débat aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de l'immunité même, l'Africain a une prédisposition, est plus solidement prédisposé à affronter le Covid que l'Européen, que même nos amis de l'Europe du Nord. Je voulais rebondir sur le souhait de l'idée émise par Ferdinand de faire un vaccin avec l'Afrique du Sud et le Nigeria avec les Égyptiens. Ils vont vous dire que bon, c'est pas les mêmes éléments parce que ils sont plus exposés. La preuve, quand vous voyez aujourd'hui la courbe des personnes infectées par le Covid, ils sont en avance. Et donc, cela dit, il faut que l'Africain sache quand même que nous sommes un peu plus mieux disposés à résister à la Covid que les autres et que le vaccin ne peut pas également avoir autant d'effets sur le noir que sur le blanc, l'arabe, etc. Bon, au-delà de ça, il faut quand même prendre des dispositions avant d'aller se faire vacciner, prendre des dispositions en amont et en aval. Maintenant, avec cet élément-là, la lenteur avec laquelle le Covid a progressé sur le continent, normalement, avec le débat qui est alimenté sur comment est-ce que la Covid a été envoyée, etc., il devait avoir normalement plutôt une gestion médicale. Or, on a assisté plutôt à une gestion politique dans nos pays. Je l'avais dit, je crois que c'est sur ce plateau, que normalement, les régimes qui sont même en souffrance, qui sont en mal, au Togo par exemple, on est sorti des élections avant que le premier cas ne soit déclaré, le gouvernement devait plutôt utiliser cela. C'est un conseil gratuit, hein. Bon, ils sont libres de le prendre, comme ils le prennent souvent et puis ils ne viennent même pas vous dire merci. Le gouvernement plutôt saisir la balle au bon pour montrer aux populations que nous allons vous protéger. Jouer peut-être un faux panafricanisme comme eux-mêmes ils utilisent quand le pouvoir le fauteuil est en mal. Dis non. Avec tout ce qu'il y a comme débat, d'abord, on ne vous amène pas vers le vaccin. Développons l'immunité. L'université a bavé dans ce pays avant de lever, je crois, quelques dizaines de millions pour sortir leur document qui recommande ce qu'on doit consommer pour augmenter notre immunité. Oui, mais ce fonds-là, par exemple, on pouvait le verser, comme le président l'a dit, on pouvait le verser dans un panier pour dire, nous, on va rechercher notre propre vaccin. Tout le débat qui est fait là, laissez ça. Nous, on va cultiver notre propre vaccin. Hein? Rien que dans l'espace CEDEAO, on peut facilement... L'Institut Pasteur, il y a un bureau de l'Institut Pasteur à Dakar. On peut faire un vaccin dans la CEDEAO. On peut faire un vaccin pour la CEDEAO. Et ça, c'est une décision politique qu'on doit prendre. Et ça, par exemple, la décision politique, c'est vers là. Oui. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas une gestion... La bonne gestion politique a été carrément biaisée. Au lieu de faire une gestion médicale, mettez les professeurs, les scientifiques devant. Oui. Voilà. Mais si le Madagascar a
créé son quoi? C'est quoi? Comment ils l'ont appelé? Quelque chose comme ça, ouais. Bon, en fait, cette tisane. Mais laissons Madagascar. Je sais pas, un élément. Le Cuba. Oui, justement. Le Cuba, son vaccin. Oui, le Cuba n'attend pas le vaccin des Européens. Le Cuba, son vaccin. Nous avons fait venir des médecins cubains ici. Oui. Ils sont venus faire du tourisme. C'est-à-dire que ça a été du business et puis ils sont repartis. On a appris quand ils sont venus, mais quand ils sont repartis, on n'a plus appris ça. Mais ça y est, le Cuba, son vaccin. Et le Cuba s'en fout que ce soit homologué ou pas. Ils ont commencé par administrer ça. Pas administrer. Oui. Alors on peut saisir cette balle pour requinquer un peu l'image de ces pouvoirs-là, hein, critiqués par leur opinion pour dire non, nous on va vous protéger. On ne s'engage pas sur le terrain du vaccin pour le moment, parce que d'abord la progression du virus chez nous, la progression est lente, donc on peut avoir un peu de répit. Réfléchissons, mettons nos médecins. Pendant ce temps, vous sensibilisez fortement sur les mesures barrières, ce qu'il faut consommer pour augmenter l'immunité, etc. Parce que au moins on a des éléments sur notre continent que les Européens n'ont pas. On a des éléments que au moins nos chercheurs ont attesté comme quoi ça augmente un peu l'immunité, ça te rend un peu à l'abri de. Mais si aujourd'hui un leader politique dit que bon, il a eu le Covid, mais il a été guéri par les recettes de la grand-mère. Mais ça veut dire qu'on a des éléments nécessaires qui nous mettent déjà, qui nous rapprochent plus du vaccin que d'attendre quelque chose qui est venu du foie et où les conditions de conservation sont même, ça c'est un autre débat. Oui, oui. Vous avez des vaccins qui sont conservés à moins de 12, à moins de 30 etc. degrés, mais ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on a les conditions pour les conserver? Quand aujourd'hui on dit aux gens d'aller dans les stades, etc., mais il y a la carence communicationnelle également. Mais qu'est-ce que vous faites pour faire sortir, qu'est-ce que vous envoyez comme message pour faire sortir les gens de la méfiance? Est-ce que, par exemple, la prévention, le lot qui est périmé, mais c'est par des supputations qu'on l'a appris. Le gouvernement n'a pas pris la responsabilité de dire, ok, d'accord, voilà, ce qu'on a commandé. C'est quand vous faites preuve de responsabilité comme ça, les gens vous croient. Le peuple, ce que le peuple demande, c'est juste vous croire, vous servez le langage qu'il faut, le langage de sincérité, de responsabilité, et le peuple vous suit. Même si on vous craint, on sait que bon, politiquement vous êtes le diable, etc. On dit bon, au moins lui, la démarche, elle est responsable, elle est sincère, on peut vous suivre. Donc, on mélange tout, on fait plus de gestion politique pour interdire les regroupements, interdire même les chorales dans les églises, les meetings, tout. Interdire les meetings, les activités politiques. Est-ce que c'est ça la réponse à apporter? Voter les lois d'urgence, comment vous appelez ça? La loi de quoi là? Oui, la loi d'habilitation. La loi d'habilitation. Donc on oublie même de proroger ça. On entre dedans, après on revient pour proroger, etc. Donc sur la question du vaccin, on a tellement gaffé parce qu'on était plus obnubilé par les 11,5 milliards. Dans laquelle, bon, on associe la presse, mais on ne dit même pas la presse combien aujourd'hui on va payer, parce que quand vous demandez, c'est leur méta, on tourne en rond, mais on ne va pas continuer à se moquer des gens éternellement comme ça. Parce que ça se retourne contre vous. Ferdinand, vous l'avez dit quelque chose. Et puis, il y a un aspect que les gens ne voient pas. Nous sommes à 1 an, nous sommes dans une gestion d'1 an de la Covid. Lorsque la Covid est arrivée, il y a des ministres qui sont allés sur des radios pour dire oui, il y a un manque d'équipement, l'État a débloqué combien de milliards, on a commandé des respirateurs, on a commandé des scanners, ça va arriver dans quelques mois, on a commandé on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, il y a combien de respirateurs au CHR? Personne ne sait. Mais on vient nous dire que le CHR est débordé. Le CHR est débordé. Et qu'on va solliciter des hôtels. Et le centre Ebola aussi est débordé, qui est le VIP au CHR Campus est débordé. Alors si aujourd'hui vous êtes malade, on vous est testé positif, vous restez à la maison, vous êtes suivi de la maison. Mais plus grave, depuis 1 an, ils n'ont pas acheté un seul scanner. Or, on sait que c'est le scanner qui rentre en ligne de put dans les complications. Oui, dans les complications. Parce que dans les complications de la maladie. Et quand vous faites rapidement le scanner des poumons, on sait les endroits qui ont été touchés, on vous met rapidement sur respiratoire. Et le respirateur, on soigne rapidement. Et donc, 1 an après, aucun hôpital public n'est doté de scanners qui fonctionnent. Ils ont sollicité les privés. Certains ont refusé. Et il n'y a que, je ne sais pas, une seule clinique qui a accepté de faire le scanner des Covidés. Donc, en 1 an, on a
n'a rien commandé, en fait. En un an, on n'a pas décentralisé les structures de prise en charge. Je m'explique. Tous ceux qui sont détectés Covid, de Dapao jusqu'à Tchévier, on est bien obligé de les envoyer à Lomé. Mais pourquoi, pendant un an, on n'a pas réhabilité une structure sanitaire à Sokodé ou à Kara, où on fait aussi la prise en charge de tous ceux qui sont détectés comme malades dans la région septentrionale, à cet endroit-là, de manière à soulager le CHR à Lomé et les autres structures qui sont, sur le territoire. Alors, quand on détecte un Covidé aujourd'hui, s'il est dans une situation grave, depuis Dapaon, il faut l'acheminer à Lomé. Si on trouve à Kara, il faut l'acheminer à Lomé. Si on trouve à Bassa, il faut l'acheminer à Lomé. Ce n'est pas normal. Mais vous dégagez 11 milliards pour faire une campagne de vaccination dans laquelle certains brouteurs officiels vont puiser dedans, vont trouver leur part. Donc ce n'est pas normal. Donc il y a ces aspects-là. Maintenant, prenons la classe politique dans son ensemble. Moi, je fais l'analyse de façon globale. Depuis qu'il y a eu la Covid là, est-ce que vous avez vu un parti politique de l'opposition, même ceux qui sont venus témoigner que nous avons été malades et on est guéris, vous faites l'état des lieux de la gestion par le pouvoir de la Covid, avec les ratés, les incohérences, et demander des comptes? Ailleurs, les gens ne commençaient pas à le faire. Dans d'autres pays, les oppositions ne commencent pas à le faire. Mais comment vous gérez la maladie? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi on n'a pas ceci? Pourquoi on n'a pas cela? On a combien de respirateurs? Parce que c'est une obligation pour les gouvernants de communiquer sur le nombre de respirateurs que le pays dispose. Et combien de personnes on soigne? Pourquoi les gens meurent? Parce qu'il y a un ministre qui allait à la télé pour menacer les gens en disant, mais si vous ne vous faites pas vacciner, et il n'y a plus de place, vous venez, on va vous facturer ceci. Alors, il y a combien de places? Il y a combien de lits? Pourquoi il y a des ruptures de lits? Pourquoi il y a des ruptures de matériel? Donc, c'est aussi la responsabilité, pas seulement des journalistes de dénoncer, mais de ceux qui s'opposent au pouvoir et qui aspirent à conquérir demain le pouvoir, de demander des comptes aux gouvernants. Est-ce que vous entendez ça? Rien du tout. Rien du tout. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a acquis des ambulances? Est-ce qu'on a acheté des respirateurs? Est-ce qu'on a acheté des scanners? Il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, un ministre est allé à la télé, nous dit, à la radio, surtout Canal FM, nous dit que tout a été commandé. Et que dans 3 mois, les respirateurs et les scanners vont arriver. Un an après, les scanners ne sont pas arrivés. Mais prenons la parole de ce ministre-là et confrontons le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu vraiment commande? À qui on a donné la commande? Pourquoi la personne n'a pas livré? Il y a une note de la BCAO qui a averti, qui a signalé que depuis que la Covid est arrivée, les gouvernants africains ont commencé à détourner des milliards sur le dos de la Covid. Effectivement. Vous avez au niveau de la CEDEAO. De la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO. Et donc, je pense qu'il y a un débat de fond à mener. Donc, on utilise la vaccination pour pourrir le débat et cacher les faiblesses structurelles que nos gouvernants rencontrent dans la gestion quotidienne de la maladie. Et c'est pas fou si vous voyez. Et donc, si on ne fait rien, on reste laxiste, on sortira de cette pandémie sans rien avoir comme matériel dans nos hôpitaux. Et on se retrouvera avec les mêmes hôpitaux délabrés, sans aucun moyen. Je me pose toujours la question, comment est-ce que des structures de santé au Togo, les privés, arrivent à acheter des scanners et l'État togolais est incapable de doter toutes les régions de scanners? Mais je vais te répondre. Quand le chef de l'État, je crois que c'était en 2000... autour de 2015, était devant ce qui fait un peu office de club de Paris aux États-Unis, où il a reconnu que l'État, il a déclaré que la contribution des partenaires représente 11 à 18% dans le budget que l'État, c'est-à-dire que dans le 5% que vous voyez dans le budget, il y a 11-18%, c'est-à-dire que les partenaires contribuent plus à la santé, au budget, à la santé publique que l'État. Ils nourrissent également de faire augmenter le QSO autour de 10%, etc. Mais depuis là, qu'est-ce qui a été fait? Depuis là, qu'est-ce qui a été fait? Et ça, c'est aussi l'autre talent d'achat du pouvoir. On annonce. On ne fait rien. On ne fait rien. Et personne ne dit rien. Quand on parle des respirateurs, qui avaient été commandés, et ça ne répondait pas. C'était apnées, ce n'est pas des respirateurs. Ils ont caché ça. Voilà. C'est la première vague. Mais il n'y a aucun parti politique, il n'y a personne qui a demandé des comptes. Personne n'a rien dit. Il n'y a personne qui a demandé des comptes. Actuellement, le personnel, sur les 3 sites, le personnel à bout de souffle, au point, ils ont choisi de gréver. Ils font des sittings actuellement. Je ne sais si actuellement c'est parti. Mais tout le budget qu'on a voté pour la gestion du Covid,
quelle gestion a été faite au point que le personnel, ceux qui sont au fond, c'est-à-dire que ceux qui représentent la porte d'entrée, la porte d'accueil du malade, ils se mettent, ils grèvent. Ça veut dire que pendant ce temps, les malades qu'on amène là, les millions qu'on prend à l'aéroport, départ comme arrivée. Effectivement. C'est un autre réseau. Ça on l'avait relevé ici. Ça va où? Les histoires de faux tests. Oui, les faux tests. On négocie. Oui, on a des éléments tests. Des faux tests. Tout ça là, ça va où? Pendant ce temps, c'est une responsable, enfin, quelqu'un du dispositif de gestion de la maladie qui dit non, la vaccination est suspendue. Quelques heures après, le président ou bien le patron du CNGRS dit non, aucune campagne n'est suspendue. Mais en fait, c'est un cafouillage, un capharnaüm. On se rend compte que les gens se battent plus pour le ventre. Les gens se battent parce que c'est dans le même registre qu'on a eu. On a annoncé la reprise du championnat national de football. Le 18, le matin, à peine le secrétaire général vient à la conférence de presse, il dit non, le championnat est suspendu parce que on allait faire du clientélisme auprès du chef de l'État, on dit non, on va suspendre. Après on se rend compte que c'est du pipeau, on avait déjà pris les dispositions pour que le championnat se passe très bien et on revient. Vous voyez, ça veut dire qu'au lieu de faire ce qu'il faut, quand les valeurs périclitent là, pas les valeurs périclitent dans le pays, c'est ce que ça donne. On n'est plus conscient de la mission dont on vous a investi et vous faites de n'importe quoi. Vous êtes dans des luttes de personnes, dans des luttes d'intérêt plutôt que de faire vraiment ce qu'il faut pour sauver le peuple. Alors, sur la vaccination, on a gaffé, on a brouté en touche, on a fait de n'importe quoi sur toute la ligne. J'espère que dans les jours à venir, on va se rattraper pour rassurer les gens d'abord sur l'intérêt qu'ils ont à se vacciner, démystifier, c'est-à-dire de les déverrouiller sur tout ce qu'ils ont appris sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une autre lutte contre une autre pandémie qu'il faut mener, c'est la pandémie de l'intoxication. Il faut. C'est une pandémie de. Donc, voilà, sur la question du vaccin, bon, on va quand même pas tout épuiser. On va pas. Mais les gouvernants peuvent quand même saisir ça pour looker un peu leur image. Effectivement, nous allons continuer à évoluer dans ce débat. Il y a quelques jours, nous avons encore appris l'existence d'un sigle, puisque au Togo, c'est les sigles que nous inventons, des projets que nous cachons derrière ces sigles-là pour raqueter les partenaires. Nous avons encore connu un sigle HCEJ, ça veut dire Haut Conseil de l'Emploi pour la Jeunesse. Ferdinand, vous savez ce que c'est? Je ne sais pas. Je sais seulement que dans ce pays, on aime créer les hauts conseils. Oui, les hautes choses. C'est pas haute autorité, c'est haut conseil. On va offrir des emplois aux jeunes. Non, laisse tomber d'abord. On a quoi? À défaut de la paix conseil présidentiel. Il y a quoi? Le haut conseil pour l'investissement. Voilà. Il y a un truc à la présidence. Oui, le haut conseil pour l'investissement. C'est ça, non? Oui, attends. Il y a un truc à la présidence qu'ils avaient créé, ils avaient fait le Dangote, tout ça là. Le conseil présidentiel pour l'investissement. Pour l'investissement, oui. Un truc comme ça. Qui chapeautait Togo Invest. Exactement, Togo Invest, tout ça. Ils ont promis qu'ils vont faire les rails, ils vont faire tout ça là. Ça fait au moins 7 ans, 8 ans. Personne ne les a vus. Le Ghana n'a pas créé ce haut conseil en train de faire les rails, tout ça. Donc ils ont créé les hauts là. Et à la présidence, on ne sait pas ce que ça a donné. Après, ils ont créé Aplusia, qui a passé 5 ans à ne rien faire. La seule fois qu'ils sont sortis pour dire bon, il y a eu dans des secteurs comme ça qui sont un peu corrompus, on leur a tapé sur le doigt, ils sont revenus ravaler leurs vomissures. Et il y a le Haut Conseil de la mer, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Bon, mais les pirates continuent de tirer là, et de prendre les bateaux. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas, à part eux-mêmes leur propre business. Il faut dire les gens viennent réclamer leur carburant. Les carburants détournés. C'est ça. Les gens viennent réclamer leur carburant. Donc il y a le Haut Conseil de la mer. Et puis, il y a un autre Haut Conseil aussi, c'est même plus quoi. Maintenant, on est dans le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes. Et c'est ça qui est vraiment dommage pour notre pays. On aime inventer, faire des montages juste pour cacher l'échec d'une gouvernance. Dans ce pays, il y a eu tellement de projets pour la jeunesse togolaise qu'on nous a brandis. Et donc personne n'a vu l'efficacité. Le fameux ministère kilométrique du développement, la base, qui avait à sa tête Madame Victoire Tomega, Sidemero, Didoudou, tout ça, qui était en même temps directrice de cabinet de la présidence, qui a des cycles de projets qu'on peut compter à ne pas finir,
comment tu... Agricef, tu les connais? APCF, tout ça. Bon, en tout cas, les cycles sont finis dans le dictionnaire. Ils ont aligné des cycles. Ils ont loué des maisons un peu partout en ville pour faire les sièges de ces cycles-là. Or, ces maisons-là appartiennent à des barons. Ils ont, comment appelle-t-on, les loyers ont été volontairement augmentés. Il y a des surfacturations. Donc, ils ont créé des trucs comme ça. Ils se sont enrichis. Les projets ont acheté des voitures, des Prado, des quoi. Les gens partaient en voyage, mission, séminaire, ceci. On n'a pas vu d'impact sur l'emploi des jeunes. Puisque les jeunes sont toujours là. Les chômeurs sont toujours là. Les jeunes sont dans les quartiers. Il n'y a rien à faire. Ceux qu'on a enrôlés dans le Provonat, à plusieurs reprises, ils ont été rejetés dans la nature. Ils ne savent pas, je ne sais pas dans quelle destination ils sont. Ils ont dit entrepreneuriat des jeunes, c'est ça? Ils ont créé les PNPR, tout ça, ils ont détourné de l'argent. Et donc, après avoir fini de faire tout ça, ils se sont énormément enrichis. Donc, ils viennent nous dire, maintenant on a créé le Haut Conseil de l'emploi des jeunes. Alors que tous les autres projets qu'ils avaient consacrés aux jeunes, ils n'ont pas encore fait l'audit. On n'a pas fait l'évaluation. Le bilan. Pourtant, il y a des responsables de suivi évaluation dans chacune de ces structures-là. Pour qu'on sache comment ça a été géré, où sont passés les milliards, pourquoi les projets ont échoué. Vous interrogez des jeunes qui ont souscrit à ces projets-là, vous allez les voir, ils sont en mer. Ils vont vous dire, nous avons amené des projets, on a détourné les projets, ou bien nous sommes allés, on nous a accordé des financements, on nous a demandé de donner des commissions avant d'avoir des projets, tout ça, et que d'autres n'en ont jamais eu, et que ces jeunes sont à la maison. Aujourd'hui, on vient dire oui, on est en train de créer le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes. Pour lutter contre l'emploi des jeunes dans ce pays, il faut d'abord dégager du gouvernement ceux qui ont fait déjà 10 ans. En commençant par Tomega. Parce qu'il faut céder la place aux jeunes. Ou bien, il faut céder la place aux jeunes. Si vous voulez faire l'emploi des jeunes, ça commence par vous-même. Vous êtes assis pendant des années, vous ne faites rien, et vous venez dire aux jeunes, bon, on pense à vous. Hein. Aujourd'hui, il y a des jeunes au Togo, la tranche d'âge des jeunes au Togo, si je peux les appeler encore des jeunes, qui ont presque 50 ans et n'ont jamais travaillé, deviennent de plus en plus grands. Ça, c'est clair. Ils deviennent de plus en plus grands. Ils sont tous là à faire des émigrants, à faire des petits travaux. Et la Covid qui est arrivée a fait perdre de l'emploi à beaucoup de jeunes dans les entreprises. Puisqu'en fait, ce n'est pas l'État qui crée la richesse, ce n'est pas l'État qui crée le boulot, c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Et puisque les entreprises sont aujourd'hui genoux à terre, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé au port, il n'y a plus d'activité. Tous les secteurs hôteliers sont les premières victimes de la Covid. Le secteur du tourisme, et sans parler des bars qui emploient les gens de façon saisonnière. Alors, vous venez gaillardement nous dire, oui, on veut créer, on a pris maintenant conscience qu'il y a 21 000 nouveaux jeunes qui sortent diplômés des universités chaque année et des écoles, il faut les reprendre. Vous les reprenez comment? Puisque vous avez mis vos richesses dans les autres pays, vous avez enterré vos milliards détournés dans des puisards, vous ne créez pas de richesses, les gens vont travailler comment? Il n'y a pas d'entreprise, les gens vont travailler comment? Comment est-ce que vous pouvez absorber cette masse-là? Il faut arrêter de vendre du vent aux jeunes. Et moi, je suis parfois malheureux de voir les jeunes de continuer par croire à ces mirages qu'on les agite, qu'on leur agite. Parce qu'en fait, j'ai fait un tour un jour sur la page de Facebook de Tomega. Et bien, tous les jeunes viennent là-bas. Ils disent, oh maman, que Dieu vous bénisse, maman. Et il faut nous trouver du travail, maman, Dieu va vous aider. Je dis, et ça vous permet d'avoir le niveau même des jeunes au Togo, le niveau de prise de conscience. Ils vont sur la page de cette dame-là, et y compris celle qui a pris aussi le développement à la base. Myriam. Oui, et c'est eux qui parlent de trouver les emplois aux jeunes, mais ils sont cumulards. Elle est ministre du développement à la base, elle est directrice de l'INAM. Elle n'a pas dit à la conférence où ils ont lancé le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, dit bon, moi j'en ai 2, au moins je laisse un poste à un jeune et je gère le ministère. Non, mais si vous lui trouvez un 3e, elle va prendre le 3e poste. Ouais, et c'est ces gens-là qui viennent dire que oui,
qui veulent faire... et les jeunes vont sur les pages de ces dames-là sur Facebook. Par rapport des talents. Oui. Quelqu'un te par rapport des talents. Que quand tu es talentueux, tu es compétent, tu peux gérer 3 choses à la fois. Ça, c'est des universitaires, ça. Et donc, quand vous allez sur les pages Facebook de ces gens-là, faites un tour parfois par curiosité. Vous allez voir des jeunes qui viennent là-bas, je sais pas, leur parler comme si c'était leur Dieu. Oh maman, oh professeur, et Dieu vous garde, faites quelque chose pour nous. Mais ces jeunes n'ont pas compris que c'est en prenant conscience de leur situation et en demandant des comptes aux gouvernants que les gouvernants vont bouger leur cul pour pouvoir leur trouver du boulot. Ou bien en se battant pour que les richesses du pays soient redistribuées, qu'il y aura de la création d'emplois à travers des entreprises qu'on va créer. Donc voilà des choses qu'on crée chaque fois, chaque saison. C'est des projets saisonniers. On reste dans un laboratoire et puis on réfléchit, on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut créer encore pour tromper les partenaires et leur piquer encore un peu d'argent. Bon, quelqu'un sort ça dans son chapeau magique. On dit bon, au conseil pour l'emploi des jeunes. Les histoires de FNFI, les milliards sont passés où? Les histoires de FNFI où les gens transportaient l'argent dans les sacs. Les milliards sont passés où? On a fait un audit. La plupart des chiffres que le ministère du Développement, la base, annonce parfois là, moi j'y mets des doutes. Je ne pense pas que ce soit des chiffres fiables. Quand ils nous disent on a fait ci, on a atteint ça, quelle contre-expertise on fait pour savoir si les chiffres qu'ils donnent sont des chiffres vrais? Moi je vois le chômage dans les quartiers. Vous voyez les jeunes dans le quartier, ils vous demandent de l'argent. Et vous demandent, aidez-nous, grand frère, il n'y a rien. Et vous voyez dans tous les quartiers, vous prenez toutes les cellules familiales, toutes nos cellules familiales. Si vous êtes 4 dans votre famille ou 5, à peine 2 travaillent pour nourrir 3 autres personnes. Ça existe dans toutes nos familles. Sans compter que c'est la diaspora qui nourrit d'autres jeunes qui sont restés au pays sans boulot. La diaspora devient le cache-sexe. Oui, c'est pour ça que moi je dis, parfois de manière cynique, que comme on ne veut pas reconnaître à la diaspora sa place dans le débat togolais, comme à chaque fois que la diaspora veut s'initier dans le débat, on leur dit oui, vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas le droit. Il faut que nos frères aussi arrêtent d'envoyer de l'argent au pays. Comme ça, les gens qui sont au pays, quand ils auront faim, ils vont se révolter. C'est un peu cynique, mais c'est vrai. Il faut envoyer seulement de l'argent aux nécessiteux. Les vieilles, les vieux, les gens qui ont des soucis de santé, il faut que les jeunes aillent se débrouiller. Quand il n'aura pas trouvé du travail, demain qu'on va l'appeler dans la rue, il va aller dans la rue. Mais chaque fois que son frère va lui envoyer de l'argent de l'extérieur et qu'il va prendre sa bière sur la plage là-bas, ou le soir il sait qu'il va aller en boîte avec une fille, ou bien il va aller à Limousine dans le quartier où il y a maintenant la grande prostitution. Le nouveau décompte. C'est le nouveau décompte, ça. Oui, la grande prostitution. Et ils sont même dans les maisons privées, mais ils sont dans la location normale. Il ne va pas se faire du la clientèle peut aller se servir là-bas. Parce que toute personne qui arrive à Lomé, quand on dit que les Togolais souffrent, les gens disent non. Parce que les bars sont dans toutes les maisons aujourd'hui, dans tous les quartiers. Et donc, on ne peut pas comprendre que quand il y a cette pauvreté à visage humain, des gouvernants viennent nous dire que c'est maintenant qu'après 16 ans de pouvoir, avec autant de milliards dilapidés dans les projets, c'est maintenant qu'ils prennent conscience de la question de l'employabilité des jeunes et ils veulent créer le Haut Conseil pour... C'est comme ça qu'ils ont créé aussi le Haut Conseil pour la diaspora. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Mais ils vont créer le Haut Conseil des journalistes aussi. Pour arrêter le problème. Bon, voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Quelque chose à ajouter? Non, c'est... Vous savez? Nouveau Haut Conseil. Oui, mais on va créer un nouveau Haut Conseil. Haut Conseil des journaux suspendus. Des journaux à problème. Des journaux à problème et des journalistes. Pas de problème. Il faut qu'on crée notre Haut Conseil. Avant qu'on vienne le créer à notre place. Voilà. Il faut prendre l'initiative. Parce que déjà, le ministre a annoncé les couleurs, il dit non, que la presse se réunisse pour... on veut peut-être puiser dans l'idée, moi je le dis, je le réclame toujours, que j'avais émis lors des États généraux à Kpalimé en 2014 pour dire, au-delà de nos divergences, mettons-nous quand même ensemble pour défendre ce qui nous réunit, en fait ce qui va dans notre intérêt. Voilà. Mais bon, comme très souvent, un peu comme vous le faites pour votre... bon, je ne vais pas ouvrir... Comment on vient d'avoir le pion. On va animer un débat. Alors, nous sommes en face de ce qu'on appelle souvent un plat insipide. C'est-à-dire avec le gali de chez nous là. Gali,
On te dit aujourd'hui, tu viens demain. C'est comme tout ce qu'on a fait comme développement à la base, etc. C'était Pinot qu'on a fait. Il dit bon, aujourd'hui, on va changer. Hein, on va te faire Galifoto. On va te faire Galifoto demain. Et après, tu reviens faire Galidossi. Et etc. etc. On fait Pinot. Après, on va te faire Pinot. Oui, ça existe, non? La base, c'est toujours notre gali là, la farine. Il y a gali à Kosol, les Zayo là au Pinot, gali Potono, ils sont là au Galidossi, ils sont là au. Alimentation variée. Oui, c'est varié, ça dit c'est varié. C'est varié, tu vois, ça on te dit non, mais ça c'est. Ils ont fait tout ce que Joël décrit là. Maintenant, ce qu'ils veulent faire là, ils mettent sur le Pinot de gali là du. Aglan. C'est le haut conseil. Tout dépend de quel aglan. Parce que je comprends, comme on appelle Bagame là, c'est aglan. Non, pas aglan, mais ça c'est ton c'est la glace à grand goût. Oui, on te met d'abord, peut-être le dimanche on va te mettre la glace PD parce que ça c'est pour c'est peut-être la glace PD qu'on a amené ça. Maintenant avec le haut conseil. Ça c'est la glace PD et doit ignorer quoi. Voilà. Bon, donc tout ça c'est quelqu'un dit Roho Train. On fait du Roho Train. Tu viens de trouver le mot. On fait du Roho Train. Exactement. Mais on tourne en rond en fait. Oui, on n'a jamais bougé. Oui, mais le problème, c'est cet orgueil qu'on a de ne pas reconnaître qu'on a échoué. Vous avez mis en place une politique même pas de l'orgueil. Inspirée du Rwanda. C'est du cynisme. Inspirée du Rwanda. Cette histoire de développement à la base, emploi des jeunes, etc. C'est inspiré du Rwanda. Mais on dit la copine ne peut jamais égaler l'original. Comment lui, il s'est pris? Comment Kagame s'est pris? Et aujourd'hui, les jeunes Rwandais ne sont plus si candidats à l'immigration, etc. Et ils prennent des initiatives. On a le pays est presque numérisé. Et ici, ça patine. Pourquoi ça ne va pas? À un moment donné, tu te dis, mais je n'ai pas été sincère, je n'ai pas été sérieux. Parce que comme Ferdinand le dit, ça ne sert à rien de danser, de s'apprécier. Quand vous-même vous allez sur le terrain, quelqu'un d'autre ne vient pas faire l'audit pour voir en quoi est-ce que vous avez. Pourtant, tout cela a été fait avec la carte de la pauvreté, la cartographie de la pauvreté. Mais pourquoi est-ce que dans tout ce que INSED fait, on n'envoie jamais INSED faire une enquête pour voir combien d'emplois ont été créés, quel est le besoin en termes d'emploi, surtout emploi des jeunes, jusqu'à ce jour. On ne fait jamais cela. On ne fait jamais ça parce que ça va déranger, ça va ouvrir les choses parce que les statistiques sont quelque chose, quel que soit tout ce que vous faites pour les cacher, il y a toujours des vérités qui émergent. Parce que vous n'allez pas quand même interroger les robots. Non, pas du tout. Les gens qui vivent dans une certaine situation et puis l'enquête, bon, tout ça, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose. Alors, vous dites, vous créez l'emploi des jeunes, mais la première réponse de l'échec de cette politique, c'est quand on ouvre les postes. Quand on ouvre les postes, pour un poste où on veut peut-être 5 personnes, vous avez 5000 dossiers. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous avez 5000 dossiers. Et les gens vont au service de nationalité à 3 heures pour pouvoir légaliser un document parce qu'il va un document. Oui. Mais ça aussi, c'est ça. Ça c'est l'autre. Parce que pour une sérieuse politique de création d'emploi, de quoi le jeune a besoin pour accéder à l'emploi? Au moins, vous le décentralisez. Ouais. Si on fait la nationalité, il faut venir de Dakmanga pour venir à Lomé, d'Apon pour venir à Lomé. Pour faire la nationalité. Et après, on vous dit il y a rupture de papier. Ouais. On vous dit il y a rupture d'encre. Pourtant, vous payez chèrement le déplacement, le logement, etc. Tu es un jeune sans emploi. C'est comme. Ça illustre l'esprit de ceux qui sont à la tête. J'ai raconté une anecdote ici où un baron, son jeune neveu est allé le voir pour lui demander de lui trouver un emploi. Mais qu'est-ce qu'il lui a répondu? Pour l'escorter, il dit ok, d'accord. Ok, il est venu comment? Il dit non, qu'il est venu en moto. Il dit ah bon, tu as déjà une moto et toi tu es bien, ça y est, tu cherches encore de l'emploi. Où est le cynisme? Et ce monsieur est un collaborateur du chef de l'État. Et bien le chef de l'État va nous dire qu'il ne sait pas, il ne mesure pas le degré de cynisme de ces messieurs-là. Ils sont toujours autour de lui aujourd'hui. Mais quand vous voyez même les jeunes, ceux qu'on appelle jeunes parce qu'ils ont tous la quarantaine, comme nous, on les brandit comme les jeunes que le chef d'État promeut, mais demandez, faites un audit sur leur parcours. Mais ils ne sont que le plus produit de l'allégeance. Allégeance, depuis même le stage.
Pour qu'on te trouve le stage, il faut que tu te positionnes, d'abord que tu portes un nom et que tu fasses allégeance à tu joues au larbin à ces dames et messieurs-là. Avant que tu n'arrives aujourd'hui, quand on les voit, on t'a nommé à la tête de cellule présidentielle, secrétaire général, etc. Mais demandez par où ils sont passés, comment on les a fait chuter jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Mais c'est ça en fait. Comme un peu Ferdinand le disait, mais tu vas avec un projet, on dit ah d'accord, mais tu es de quel qui t'a recommandé, mais tu es de quelle obédience, etc. Ouais. Et on te fait commencer. On tourne autour de ton ethnie. La compétence n'a pas sa place. Mais quand vous avez quelqu'un qui veut forcément que tout le monde le lèche en botte, et c'est lui qu'on a mis à la tête de la politique de l'emploi, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La preuve, on a fait 10 ans. Tu voulais ajouter quelque chose? Et puis, c'est-à-dire qu'il faut que des gens assument l'échec de leur politique, de leur propre système qu'ils ont mis en place. Je l'ai toujours dit, quand vous êtes au Ghana et que vous perdez un emploi, à Accra, vous pouvez en trouver à Tema, vous pouvez en trouver à Ho, vous pouvez en trouver à Kumasi, vous pouvez en trouver à Takoradi, vous pouvez en trouver un peu partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce ne sont pas des villes vides. Vous pouvez en trouver à Obuasi. Parce qu'il y a une économie autour de ces villes qui est née, il y a de l'emploi. Mais au Togo, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous enlevez l'administration de toutes les villes. C'est-à-dire, quand je dis administration, je dis administration, à partir de Tchévier ici là, vous enlevez la direction générale de l'enseignement, la direction générale, vous enlevez commissariat, ce sont les services régaliens de l'État, les services traditionnels. Gendarmerie, TDE, CET. Vous enlevez ces gens-là. Et quelques banques. Et vous enlevez ça. Et vous voyez ce qui reste dans la ville. Vous verrez qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien dans la ville, à part les boutiques de misère que les gens créent et ouvrent au bord des routes pour pouvoir joindre les 2 bouts par jour. Vous arrivez à Palimé, il n'y a rien. Vous enlevez les services régaliens, il n'y a rien. Vous arrivez à Takpamé, il n'y a rien. Vous arrivez à Kara, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de société privée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de, je sais pas, des choses que des gens ont créées avec les milliards qu'ils ont volés pour que leurs frères, leurs cousins, et qui sont restés au village puissent trouver de l'emploi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui obtiennent quelque chose, ou qui échouent à avoir le bac, ou je ne sais pas quoi, tout le monde converge vers Lomé. Et tout le monde vient voir un grand frère à Lomé pour dire au grand frère, si je peux avoir gardinage, je peux avoir... Encore que le gardinage est pris par les militaires retraités, ceux qui sont retraités à 40 ans, la plupart des militaires retraités à 40, 42 ans, c'est eux qui font le gardinage maintenant. Donc, il dit, je vais aller faire docteur au port, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc, tout le pays est en train de s'écrouler sous le poids je sais pas, du chômage des jeunes, en fait, c'est ça. Parce que nous n'avons rien fait. On n'a rien fait à l'intérieur du pays. Il n'y a que Togo où même le Bénin le Bénin est en train d'aller très vite. Je suis allé à Parakou, j'ai vu les grandes avenues, les grandes routes qui traversent la ville. Et Parakou, c'est la ville qui est à la hauteur parallèlement avec Kara. Il n'y a rien à comparer. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous voyez comment la ville est dense. Vous arrivez chez nous, au Togo, la seule route goudronnée qui passe dans la ville, c'est l'international numéro 1. Encore il faut voir son état. Goudron viré, les trous, goudron petit, goudron trou. C'est ça, 600 km. On n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et donc, quand les gens de Ebomaf ont lancé leur chantier, vous avez vu tous les jeunes qui sont partis là-bas pour faire je sais pas, manœuvrage, tout ça. Mais tu avez vu ça? Non, tu permets. Et Ebomaf, comment ils sont installés? Mais Ebomaf vient. On dit on veut de la main-d'œuvre. Il y a ce monsieur proche du pouvoir qui s'est positionné, qui dit je vous fournis de la main-d'œuvre, mais sans rien dire sur combien ils sont rémunérés. C'est ça. Comment ils seront rémunérés. Il a créé un cabinet, lui, mais moi, j'étais sorti un jour, j'étais allé payer la facture, je crois des agents qui disent monsieur, oh tonton, tu veux bien nous payer de l'eau à boire? Il dit mais quand vous êtes sur le chantier, un chantier qui coûte 214 milliards. Mais normalement, je devais faire un blaguet. Il dit, mais si ils me disent leur réalité, je vais tomber des nues. Ok, d'accord, je fais ma petite enquête. Vous êtes payé à combien? Ils ne savent pas. Ils travaillent depuis combien de temps? Ça fait, ils étaient dans leur 40e jour. Et le monsieur me dit, c'est pas
Ça dit, si je me dis, il est né naturellement, comme on connaît la géopolitique au Togo, il est né pour avoir facilement un emploi. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mieux que de rester à la maison et de ne savoir quand est-ce que quelque chose va tomber. Au moins ici, je sais que tôt ou tard, ils vont finir par me tomber, ils vont pas me payer. Et c'est comme ça que les gens sont engagés sur le chantier de Bomaf. C'est la triste réalité. Ils travaillent à vue. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on va le payer, combien on va le payer, ils ne savent pas. Et c'est un cabinet qui gère ça. Et c'est un cabinet qui gère ça. Alors, et ça, on vous dira... Et celui qui gère ce cabinet dans le réseau de ceux qui disent qu'ils vont nous faire les emplois aussi. Oui, qui est au conseil là. Et on vous dira que non, que voilà un chantier qui a créé de l'emploi, qui a créé 5000 emplois. Ouais. Ça fait déjà parler tout tantôt de fait qu'ils ne croient pas aux chiffres qu'ils déclarent. Oui, mais c'est ça. Parce que quand on parle même des politiques de développement sur le terrain, qui sont touchés? Qu'est-ce que ça change? Quel est l'impact? Quel est l'impact aujourd'hui? Vous allez par exemple, moi j'étais la dernière fois à Tabligbo. Vous allez à Tabligbo, ne serait-ce que pour trouver rien que restaurant, cafétéria, créer ne serait-ce que pas un jeune. Il n'y a rien. Pourtant on vous dira, quand vous sortez les chemins, on dira qu'on a financé tel jeune qui a fait ceci. Tu fais la zone de Tabligbo, Vaughan, enfin le pays Ouati là. Tout ça. À partir de 19-20 heures, tu ne peux pas trouver un cafétéria pour manger. Ça, ne serait-ce que le tourisme, on n'arrive même pas à développer. Il n'y a pas d'entreprise. Tu vois tous les jeunes, soit vous vendez du carburant bourré, ou vous allez au champ. Aux émigrants. Ça, c'est tout. Les gens mangent même nigérian, une demi, donc on vend 200. C'est de ça les gens vivent, parce que c'est moins cher. Et pourtant, c'est de là qu'on prend les ressources. Et ceux qui font la promotion de l'emploi viennent de là. Ils viennent de là. Et vous allez encore chez moi, mais bon, ça c'est le comble. Ça, on est même en train de déloger les gens. Alors quand on parle du Haut Conseil de l'emploi, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Ils auraient mieux fait de se taire, de nous dire peut-être on est en train de faire l'audit. On prend un cabinet indépendant pour faire l'audit. Et là on sait que très souvent les rapports, quand les rapports sont remis, on les... Bon, on vous dira que c'est provisoire. Non, on leur donne une autre couleur avant de publier, mais au moins qu'on fasse ça. Sinon, il faut que les jeunes... Et puis, tu parlais tantôt de l'allégeance que les jeunes font. Mais ça fait partie de leur politique. On vous impose une telle précarité que vous perdez le là, c'est-à-dire vous perdez votre contenu et vous êtes obligé de leur faire le lit. Maman... et tonton par ici, etc. Mais combien de fois les gens n'ont pas amené des projets, les gens de la présidence leur a dit ok, amène tel projet, après ils détournent, ou bien ils enculent fortement les jeunes, et ça c'est tombé dans les oubliettes. Merci beaucoup, messieurs, merci. Nous allons encore observer une petite pause et nous allons revenir après.